Alors, mes diapos. Bonjour à tous. Je ne perçois pas mes diapositives, s'il vous plaît. C'est parfait. Alors, bonjour à tous. Je suis Annie Kamdem. Je suis pédiatre au centre de référence de la drépanocytose à l'hôpital intercommunal de Créteil. Donc, on va parler, on va échanger autour de la transition chez les adolescents et les jeunes adultes drépanocytaires. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, nous savons tous que ces dernières années, surtout en ce qui concerne la prise en charge pédiatrique, il y a eu beaucoup de progrès thérapeutiques en passant par le dépistage néonatal, le dépistage des vasculopathies cérébrales, l'intensification de traitement et les transfusions, la greffe, la chélation. Donc, il y a eu beaucoup de progrès thérapeutiques et tout ceci a augmenté la survie des enfants et des adolescents drépanocytaires. Ceci est vrai, aussi bien chez nous qu'ailleurs, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Dans leur passage de la pédiatrie vers les services pour adultes, dans ce que nous allons appeler la transition, peut entraîner un bouleversement important de leur relation au système de soins. Donc, il peut également y avoir une rupture carrément de soins, d'où l'intérêt de s'en préoccuper particulièrement. Ainsi, une transition qui est réussie doit être pensée et elle doit être bien préparée. Et diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que la transition? La transition, en fait, c'est un processus qui est intentionnel, il est progressif, il est coordonné, donc il vise le passage du jeune, de la pédiatrie, vers un service de soins adultes. Donc, ceci dans le but de les préparer à prendre leur vie et leur santé en charge à l'âge adulte. Donc, cette transition va se faire généralement à l'âge de 18 ans, donc en pleine adolescence. Et on sait bien ce que ça veut dire que l'adolescence. Donc, et pour revenir à cette organisation autour de l'âge, dont l'OMS définit l'adolescence comme la tranche d'âge allant de 10 à 19 ans et de 15 à 24 ans, on va plutôt dire la jeunesse, donc les jeunes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, la problématique de la transition, donc la transition en général sous-entend donc une transition médicale proprement dite et une transition psychique et sociale parce qu'elle est implicitement organisée autour de l'âge de 18 ans, qui est l'âge de la majorité juridique. Donc, c'est une situation qui est entièrement nouvelle pour ces jeunes-là. Donc, c'est une transition, donc le passage également à l'âge adulte. Donc, l'âge où officiellement les parents vont cesser d'être les représentants légaux de ces enfants-là. Donc, c'est l'âge de la période de l'adolescence, donc la période de la vie humaine entre la puberté et l'âge adulte. Donc, tout ce bouleversement-là entraînera forcément des conséquences dont nous en parlerons. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, l'âge hospitalier, donc pour ce qui est de la problématique de l'âge dans la transition, donc l'usage hospitalier, c'est d'accueillir dans les services de pédiatrie des enfants qui sont âgés entre 0 et 15 ans et 3 mois inclus. Donc, ce critère d'âge, il est inscrit dans les règlements intérieurs de la plupart de nos établissements de santé. Ceci ne découle pas en réalité d'une disposition réglementaire générale. Donc, des textes réglementaires, donc que ce soit au niveau de l'HAS ou au niveau de la sécurité sociale. Donc, dans ces textes réglementaires-là, donc c'est plutôt le seuil de 18 ans, donc celui de la majorité légale, qui fait office de repère clé. Et ceci n'est pas quelque chose d'assez rigide. Donc, il faudrait tenir compte de la vie du parent et de l'enfant, de son état psychologique, pour pouvoir prendre la décision définitive. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, les problèmes posés par cette transition médicale-là, par exemple, lorsqu'on regarde la prise en charge pédiatrique, elle est
très, très familiale. Donc, elle est centrée sur l'adolescent et ses parents. Donc, c'est, comme on dirait, une triade patient, parents et soignants. Donc, les règles d'usage en pédiatrie sont pas les mêmes que dans le secteur adulte. Par exemple, lorsqu'on regarde ce qu'on fait en pédiatrie, les prises de rendez-vous, c'est organisé par le service. Lorsqu'un patient a raté son rendez-vous, on va s'organiser pour le rappeler, pour repositionner le rendez-vous. C'est pas pareil en secteur adulte. Donc, c'est des adultes qui eux-mêmes doivent prendre leur rendez-vous, dont les patients doivent être très autonomes. Donc, ceci dit, qui dit autonomie dit nécessité d'apprentissage pour ces jeunes adultes. Et on va voir également au niveau de la relation entre les soignants, les relations sont très proches entre les soignants et les soignés. Ces relations-là ne sont pas toujours les mêmes dans un service adulte. Donc, tout ceci pour dire que la transition, on a quand même la nécessité de bien questionner cette problématique-là, de bien la comprendre et de bien la préparer pour que nos jeunes adultes puissent pouvoir assurer la prise en charge correcte de leur santé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, que dire de la préparation de cette transition-là? Donc, elle est envisagée non pas comme une simple étape, mais plutôt comme un processus qui doit être long et un processus qui est dynamique. Donc, les recommandations médicales de la plupart de nos sociétés savantes, l'Académie américaine de pédiatrie, l'HAS, la Société française de pédiatrie, dont on recommande surtout de préparer ces enfants-là très, très en amont, donc le plus tôt possible, c'est-à-dire vers l'âge de 12 ou de 13 ans. Alors, donc cette préparation-là va faire appel à l'éducation thérapeutique, donc qui est un élément de prévention tertiaire de toute pathologie chronique. Donc, cette prévention tertiaire-là, elle va comprendre l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour éviter la rupture thérapeutique, pour éviter la survenue des complications, pour éviter la survenue du handicap, pour minimiser l'impact psychologique de l'adolescence et dépister et prendre en charge les différentes difficultés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, alors, cette éducation thérapeutique-là a été définie déjà dès 1998 par l'OMS et reprise en 2007 par la Haute Autorité de Santé en France. Donc, l'éducation thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. S'il vous plaît. Alors, le rôle de la prévention, tout à l'heure, j'ai parlé de la prévention tertiaire, donc on va retrouver la place de l'éducation thérapeutique dans cette prévention-là, dans toute maladie chronique et même dans la drépanocytose, dont la prise en charge préventive va se décliner en 3 parties. Donc, il y aura la prévention primaire. Et cette prévention primaire, c'est l'ensemble des actes qui sont destinés à diminuer l'incidence de la maladie. Et dans le cas de la drépanocytose, il s'agit du dépistage prénuptial, des conseils qu'on donne avant au diagnostic anténatal, par exemple. La prévention secondaire, il s'agit à ce moment du diagnostic précoce de la maladie, donc qui n'a pas pu être évité pendant la prévention, par la prévention primaire, dont dans le cas de la drépanocytose, il s'agit du dépistage néonatal, et la prévention tertiaire où va s'insérer l'éducation thérapeutique, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour éviter la survenue des complications et la survenue du handicap. Donc, l'éducation thérapeutique va intervenir à ce niveau de la prise en charge. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les déterminants de la santé, donc l'action de l'éducation thérapeutique va agir sur les différents déterminants de la santé, l'expérience par exemple de la petite enfance. La diapo, elle est partielle, mais bon, c'est pas grave. Dans l'expérience, par exemple, de la petite enfance, la qualité de vie pendant la petite enfance, le genre, nous savons bien que la femme et l'homme, par exemple, ne réagissent pas de la même façon face à la survenue de complications de certaines maladies. Il y a des prédispositions génétiques
pour certaines pathologies, les différentes attitudes sociales, les prédispositions psychologiques ou sociales de chaque patient va déterminer comment va évoluer la santé au fil des années. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, donc pour nous résumer, l'ensemble de tous ces moyens, dont l'ensemble de toute la prévention, l'objectif de l'éducation thérapeutique, tout ça va viser à influencer les différents déterminants de la santé. Sinon, on va assister à l'évolution naturelle de la maladie qui inéluctablement va vers la survenue des différentes complications, du handicap et voire du décès. Donc, l'éducation thérapeutique et tous les autres moyens dont nous disposons vont permettre de ralentir ou au mieux de supprimer certains effets qui vont entraîner cette complication. Diapositive suivante. Quelles sont les différentes étapes de réalisation d'un programme d'éducation thérapeutique? Donc, les étapes vont se décliner comme suit. Donc, il faudrait élaborer un diagnostic éducatif. Après avoir élaboré ce diagnostic-là, définir un programme personnalisé d'éducation thérapeutique avec des priorités d'apprentissage. Il faut planifier et mettre en œuvre des séances d'éducation thérapeutique individuelles ou collective, ou même faire une alternance des deux, réaliser une évaluation des compétences acquises du déroulement du programme transfusionnel. Et pour ce faire, on a besoin des différents outils, et tous ces outils-là ont été très bien élaborés par nos différentes structures, par nos différents groupes de travail. Et les séances d'éducation thérapeutique peuvent se dérouler dans des établissements de santé, que ce soit public ou privé. On peut les réaliser aussi également en réseau, dans des réseaux de santé. On peut les réaliser en association. On peut le faire aussi lors des week-ends de sortie, comme ça c'est déjà produit, comme on a l'habitude de le faire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, une fois que ce programme est réalisé, on va le présenter au patient, on va lui expliquer le but de l'éducation thérapeutique, présenter les différents exemples, remettre un document écrit d'information pour lui permettre de prendre sa décision, de s'engager ou de refuser de participer à l'éducation thérapeutique. Une fois l'accord obtenu, on peut mettre en place nos séances d'éducation thérapeutique. Comme on vient de le dire, ça peut être des séances individuelles ou des séances collectives. Alors, parlant d'outils, donc pour ce qui est de la transition, il y a plusieurs outils qui ont été élaborés. Donc, cette diapositive présente quelques-uns de ces outils. Il y a pas mal de flyers qui ont été rédigés par le groupe de travail de transition de la filière, par un ensemble de professionnels comme les 5 dimensions de la transition, le carnet de liaison, la drépanocytose et le projet de vie, les guides pratiques réalisés par le RAFSEP. Bref, on a un annuaire du RAFSEP et même au niveau du site de la filière où on peut répertorier tous ces éléments qui vont nous aider, qui vont nous permettre de structurer et de construire nos ateliers d'éducation thérapeutique pour ce qui est de la transition. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, alors, ces outils-là existants, donc on fait le tour, on se rend compte qu'en plus des différents guides, des flyers et tout ce dont on a parlé, donc il existe différentes fiches, des fiches administratives, des fiches de questionnaires qui peuvent exister sur des papiers libres ou de plus en plus digitalisés. Donc, une fois répertoriés, ces outils doivent être organisés pour une utilisation facile et efficiente. Diapo suivante. Alors, l'organisation de cette éducation thérapeutique de la transition s'organise donc comme suit. Donc, entre 12 et 15 ans, c'est une pré-transition. Donc, on l'a dit qu'il faut commencer la transition très tôt, donc dès l'âge de 12 ans, on commence la transition. Entre 16 et 18 ans, c'est des groupes de transition, et les post-transitions, entre 19 ans et 25 ans, on organise des séances, et on n'oublie pas d'en faire autant pour les parents en parallèle, d'en faire autant pour leurs parents. Donc, les outils, on en a parlé, des outils de la scolarité, et également les outils qui vont nous faire évoquer des compétences psychosociales
de ces patients. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on va organiser des ateliers pré-transition, donc les différents thèmes, les thèmes essentiels vont tourner autour de la maladie proprement dite, dont les problématiques de la maladie, de la prise en charge organique de la maladie. On va organiser des thèmes autour de la problématique de l'adolescence et également des thèmes autour de la problématique de la scolarité, donc de l'orientation scolaire, de l'orientation professionnelle de ces futurs adultes, de ces futurs jeunes adultes. Donc, l'animation de séances, comme vous le savez, c'est par des équipes qui sont bien formées. Ça peut être des séances extérieures. On fait venir des intervenants, des spécialistes extérieurs pour animer de temps en temps des séances, soit au sein de l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital. Diapo, s'il vous plaît. Alors, les thèmes qui font allusion à la santé proprement dite, on va chercher à voir un peu la représentation et le vécu de la maladie à travers des différents ateliers d'expression avec ces patients-là. Il existe beaucoup d'outils, donc qui vont nous permettre de réaliser des questionnaires d'évaluation de connaissances, des questionnaires d'évaluation de la qualité de vie. Il existe pas mal de brochures et de plus en plus, ces questionnaires-là sont digitalisés. Et on tend plutôt vers des sites en ligne qui vont nous permettre d'organiser des séances beaucoup plus interactives. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est de la particularité de l'adolescence, dont il faudrait sensibiliser à cette période-là, des transformations physiques et psychiques, non seulement de jeunes, mais à leurs parents, parce que cette période-là a forcément un côté amplificateur sur la maladie. Il faudrait introduire la notion de la sexualité, parler de la problématique de la puberté, sachant que chez les patients drépanocytaires, la plupart, surtout ceux qui ont un syndrome drépanocytaire majeur, ils présentent un retard, très souvent des retards à la puberté, je dirais, entre guillemets, physiologique, avec un rattrapage, surtout pour ceux qui n'ont pas d'autres problèmes particuliers. Donc, il est important de leur en parler, de les sensibiliser, de sensibiliser la famille pour que ça ne pose pas un autre problème psychologique. Donc, les différents outils, voilà, doivent être des outils qui sont adaptés à cette problématique de l'adolescence. Diapositive suivante. Et il y a également le guide de l'entretien de l'adolescent, donc qu'on peut utiliser, qu'on doit savoir réorganiser pour pouvoir utiliser dans cette optique de dépister les pathologies liées à l'adolescence. Diapo suivante. Donc, dans ce cadre-là, sensibiliser les patients, sensibiliser leurs parents, ils doivent se rendre acteurs et non subir leur projet professionnel, leur projet scolaire. Ils doivent savoir apprendre très tôt à reconnaître leurs différents centres d'intérêt, donc savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qui les motive, savoir quels sont leurs points forts, savoir quels sont leurs points faibles, donc ça à travers différents questionnaires. Diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est un exemple de centre d'intérêt. Donc, il faut pouvoir, lors des ateliers, lors des séances, pouvoir les motiver, les stimuler, et à identifier, leur apprendre à identifier, à reconnaître leurs différents centres d'intérêt. Mieux ils sont connus, plus facile l'orientation se fera. Et il faut les y amener très tôt, dès l'âge de 12 et de 13 ans. Et ne pas oublier de promouvoir le soutien scolaire. Alors, les différents secteurs de métier, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc, une fois que ces jeunes auront identifié leurs différents centres d'intérêt, il faudrait qu'ils s'intéressent aussi aux différents secteurs de métier, par exemple le secteur de l'enseignement. Si on ne peut pas être, un patient drépanocytaire ne peut pas être footballeur professionnel, il peut être journaliste sportif, il peut être kiné, enfin voilà, il y a d'autres métiers qui tournent dans un secteur de métier. On a plusieurs métiers qui tournent, donc on doit
va pouvoir, avec l'aide de tous les organismes d'orientation, sensibiliser nos jeunes, qu'ils apprennent à comprendre les secteurs de métier. Dans chaque secteur de métier, il y a plusieurs métiers et une fois qu'on connaît nos centres d'intérêt dans un secteur de métier, on peut toujours retrouver ce dont on peut faire et ce pourquoi on peut être épanoui. Donc, construire des séances d'éducation thérapeutique autour de cette problématique d'orientation scolaire puis professionnelle, en faisant intervenir des professionnels, des différents professionnels extérieurs venant des différentes professions pour pouvoir les stimuler, pour pouvoir les intéresser et être des exemples pour eux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a différents outils donc, de scolarité. Donc, vous savez, il y a les outils de DREPASCOL, donc ça s'adresse aussi aux enseignants qui prennent en charge ces enfants à l'école, le PAI, via la MDPH, les aménagements scolaires et professionnels, les différents organismes d'orientation, les différentes associations bénévoles qui existent dans la plupart des quartiers ici en France. Les médecins scolaires, il faut les sensibiliser, il faut les associer, les assistants sociaux, différents CEO des collèges et les psychologues scolaires et l'équipe enseignante. Donc, nous avons beaucoup d'outils à notre disposition pour pouvoir mener à bien cette mission. Diapo, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est juste une petite diapo qui donne un exemple un peu de ce qui a été fait aussi au courant de l'année 2021. Donc, on a à peu près une quarantaine de patients qui ont bénéficié de l'éducation thérapeutique en phase de transition, dont notre souhait est de progresser et de permettre à tous nos patients de bénéficier d'un entraînement correct. Diapo suivante. Donc, en conclusion, je dirais que plus la prise en charge pédiatrique est optimale, meilleure sera la qualité de vie du patient adulte drépanocytaire. Une transition bien pensée, bien menée, améliore très certainement l'état de santé physique et mental du patient adulte. Alors, une étude à ce sujet est en cours, dont le PHRC Drepado, donc c'est une étude qui est multicentrique, qui est initiée par l'équipe des hôpitaux des hospices civils de Lyon, dont les résultats, dont on aura, nous dira un peu plus sur le sujet. Ceci dit, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Monsieur Yanis Makumbu, qui est un ancien patient du service de pédiatrie de l'hôpital intercommunal de Créteil. Aujourd'hui, ça fait quelques années qu'il est passé à un secteur adulte dans la même structure hospitalière. Il a une licence en lettres et il se prépare à un master pour le métier de l'art et du livre. Donc, je passe la parole à Yanis. Okay, merci, docteur. Donc, bonjour, je m'appelle Yanis Makumbu et j'étais un ancien patient de pédiatrie à l'hôpital de Créteil. Et maintenant, je suis patient toujours à l'hôpital de Créteil, mais dans le service adulte. Et donc, oui, je vais témoigner un peu de comment s'est passée ma transition, surtout qu'il y a c'est fait dans un cadre un petit peu particulier. Mais d'abord, avant ça, pour préparer un peu cette transition, j'ai participé à plusieurs séances d'éducation thérapeutique collective pour la plupart. Donc, quand j'étais jeune adolescent, donc vers mes 14-15 ans, et ça m'a beaucoup aidé déjà à me rendre compte que j'étais pas tout seul à faire ma transition dans, euh, dans ce cadre-là, et aussi à me rendre compte que on n'allait pas, que justement le but d'une bonne transition, c'est de pas non plus nous laisser tout seul enfin gérer les, nos nouvelles responsabilités. Parce que au fur et à mesure que les années avançaient jusqu'à ce que je passe du service adulte, j'ai continué quand même à être suivi par des personnes que je connaissais déjà en pédiatrie, que ce soit des infirmières, des puéricultrices, et même du coup mon médecin pédiatre, le docteur Arnaud. Euh, donc une fois, euh, une fois qu'on devient majeur, on a une consultation
avec notre médecin pédiatre et le médecin du service adulte qui va s'occuper de nous. Donc, pour un peu bah, expliquer comment se passer les choses à présent. Et tout au long des séances d'éducation thérapeutique et même en dehors de ça, que ce soit avec bah, les médecins et même les autres, le reste du personnel des hôpitaux, on apprend en fait à prendre de nouveaux réflexes, par exemple, justement sur le fait de prendre ses rendez-vous tout seul après une consultation, parce qu'avant, ça se faisait automatiquement quand on était en pédiatrie. Maintenant, il faut le faire nous-mêmes à la sortie d'une consultation. Euh, Pareil pour tout ce qui est gestion de dossiers médicaux, par exemple euh, pour la fac ou pour des études et même pour le travail. Euh, on, on nous parle un peu de comment prendre les bons réflexes et ça, on nous en parle en fait depuis notre adolescence en fait. Donc ça peut faire peur au début. J'avoue que je n'étais pas très très à l'aise euh, avec le fait de commencer à prendre mes rendez-vous tout seul, faire mes dossiers médicaux moi-même auprès de ma fac. Euh, mais on prend vite le train en marche. Euh, et pour les adolescents, peut-être qui m'écoutent là en ce moment, les adolescents drépanocytaires, il faut savoir que bah, c'est une fois en fait qu'on commence à tout prendre en main, soi-même à être un peu plus autonome et un peu plus indépendant, ça, bah, ça va tout seul en fait. On n'a plus vraiment de peur de mal faire ou quoi, puisque c'est des habitudes qu'on prend très vite et surtout qu'on nous a appris à prendre euh, dans, euh, euh, pendant les séances d'éducation thérapeutique et même en parlant avec nos médecins ou d'autres personnels des hôpitaux comme les infirmières. Sachez que aussi, bah, personnellement, j'ai quand même continué à garder une relation plutôt proche avec justement les gens qui m'ont suivi au fil des années parce que c'est quand même quelque chose euh, de très spécial. Par exemple, pour les infirmières, ce sont des personnes qu'on connaît souvent très bien, qui nous connaissent très bien aussi. Et donc, je sais qu'une peur qu'on peut avoir, c'est peut-être d'avoir certains ponts coupés, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que dans mon cas, par exemple, quand j'avais une consultation que ce soit au service adulte, si j'avais un peu de temps, j'avais le droit de passer voir un peu les infirmières de pédiatrie parce qu'elles me connaissent bien. Elles m'ont suivi pendant très très longtemps. Elles me connaissent depuis que j'étais tout petit et c'est pareil pour les autres patients. Et on a toujours le droit quand même d'aller les voir, de prendre des nouvelles. Euh, Pareil pour les péricultrices. Et même, bah, il y a aussi possibilité des fois, pendant certains événements, comme les gens de la drépanocytose, de revoir certaines personnes comme son médecin pédiatre, tout ça. Et justement, une des grosses peurs, en fait, je pense, de plusieurs adolescents et jeunes adultes, c'est de ne plus avoir de contact avec ces gens qui nous ont aidés et qui nous connaissent très bien. Mais une fois qu'on passe dans le secteur des adultes, ces liens ne sont pas coupés. Au contraire, on peut toujours les maintenir en prenant des nouvelles. Mais à part ça, pour ce qui est des questions un peu plus techniques, comme par exemple la gestion de son ordonnance, de sa prise de médicaments, tout ça, on devient beaucoup plus autonome, donc on n'a plus nos parents forcément pour nous surveiller. Et même en fait, ça peut commencer dès l'adolescence, hein. Par exemple, je sais que moi, on m'a très vite fait confiance sur la prise de médicaments. On m'a même aidé avec un pilulier.
et tout ça, en fait, ça s'apprend. Donc on peut avoir un peu de mal au début, mais disons que cette gêne part très vite. Puis après, quand on devient adulte, bah, évidemment, maintenant, il y a plusieurs moyens en fait de continuer de nous aider. On peut se faire livrer des médicaments. Ça, il y a certaines pharmacies qui font qui ont ce service. Et je sais que du coup, la pharmacie à côté de l'intercommunal de Créteil propose ce service de livraison de médicaments. Aussi, si on ne peut pas se faire livrer ou si on n'en a pas envie, il faut, bah, aller, retirer ses médicaments soi-même, donc faire attention à ce que l'ordonnance, soit encore bonne. Peut-être aussi essayer de se trouver, une pharmacie où on pourra, nous, nous accompagner. Je sais que moi, par exemple, la pharmacie où je vais pour aller prendre mes médicaments, bah, maintenant ils me connaissent bien. Ils connaissent bien mon traitement, donc quand j'y vais, tout de suite, il y a certains médicaments qui sont commandés et je peux passer les chercher, bah, l'après-midi, souvent je vais le matin. Donc là, ce sera pareil en fait pour les jeunes adultes qui vont faire leur transition. C'est des petits réflexes en fait ou des petites habitudes à avoir et qu'on peut avoir très vite. Aussi du coup, bah, pour les rendez-vous, que ce soit, bah, les consultations avec, le médecin qui nous suit, à l'hôpital, bah, il faut les reprendre, soi-même et pareil pour, les potentielles, autres consultations où on nous envoie, par exemple, si on doit voir un spécialiste pour une certaine question. Par exemple, moi, c'était pour les reins justement. Bah, là aussi, en fait, il va falloir, bien, s'assurer que, les examens, qu'on ait fait les examens pour, cette consultation et qu'on ait, aussi, bah, qu'on prenne un peu en charge notre emploi du temps pour pouvoir y aller. Hem, Quant à tout ce qui est hors de l'hôpital, donc pour, tout ce qui est cours, peut-être le travail aussi, bah, il y a des services notamment dans les écoles et les universités pour, bah, accueillir les étudiants avec, des maladies longue durée ou de handicap. Donc là aussi, il faut se renseigner soi-même. Donc ça passera plus, par, le médecin qui va faire un PAI par exemple comme quand on était, dans le primaire ou dans le secondaire. Une fois qu'on est dans les études supérieures, en fait, c'est à nous d'aller contacter, les services, handicap pour, justement qu'il y ait un dossier qui soit fait avec, les médecins ou le médecin, de l'université ou de l'école et une fois que c'est fait, bah, normalement le dossier handicap, bah, est censé être connu, de nos enseignants, mais il leur sera pas envoyé. Il faudra il faut, qu'on en parle justement aux enseignants pour avoir justement nous, tout ce qui est, bah, tiers-temps, les pauses et même, pour tout ce qui est prise de devoir si jamais on est absent, pour avoir un suivi optimal pendant nos années en supérieur. Hem, donc hem, donc bah, encore, peut-être une dernière chose, que je peux dire, concernant, bah, mon vécu, c'est que j'ai eu du coup la chance d'être, toujours accompagné par, plusieurs personnes, que ce soit dans l'hôpital ou hors de l'hôpital. Hein, dans le cadre de l'hôpital, j'ai eu, l'immense chance de rencontrer, madame, Emmanuelle Léveillé, qui me suit depuis que je suis tout petit, qui me connaissait, quand, je savais à peine parler et qui depuis, on est toujours en contact. Dès qu'elle a besoin de moi pour, par exemple, aider à animer une séance, de TP et ben, je réponds toujours présent. Et pareil, si j'ai besoin d'elle, pour, des questions par rapport, à la drépano, sur certains points, par exemple pour le travail, tout ça, bah, je peux aussi la contacter et c'est la même chose pour plusieurs autres personnes, qui, me connaissent depuis que je suis tout petit. Donc je pense que plusieurs autres, hem, jeunes adultes et adolescents
pourront vous le dire. On est bien entouré, en tout cas à Créteil, on est très bien entouré. On a beaucoup de chance d'avoir tout le personnel qui nous aide beaucoup et qui nous a beaucoup aidé quand on était très jeunes et même maintenant. Et puis, bah, personnellement, j'ai pu aussi rencontrer des drepano qui sont plus âgés que moi, qui ont une trentaine, voire une quarantaine d'années, et qui eux aussi ont été aidés par le personnel de Créteil, et qui m'ont un peu raconté comment s'était passé bah, leur vie après la pédiatrie, et comment ils arrivent à gérer. Et tout ça, bah, on le doit au personnel, que ce soit aux soignants, aux puériculteurs, aux puéricultrices. Donc, encore une fois, merci. Et aussi, une dernière chose, en dehors de l'hôpital et en dehors de toutes les choses qu'on doit faire, les séances d'éducation thérapeutique m'ont aussi appris à bien m'entourer, que ce soit dans la vie personnelle, donc soit avec mes amis ou même au travail. Donc, ça aussi, c'est quelque chose il faut remercier les gens qui organisent des éducations thérapeutiques auprès des jeunes. Alors, merci Yanis, au nom de tous les participants ici présents, dont je t'adresse nos félicitations. Et personnellement, je te remercie au nom de toute l'équipe du CHIC. Merci beaucoup pour ton implication à nos côtés pour cette éducation thérapeutique. S'il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que le fait que vous passez un secteur adulte et que vous venez participer à nos séances d'éducation thérapeutique, c'est aussi une façon d'échanger avec nous, c'est une façon de nous donner le retour, c'est une façon pour nous de nous regarder dans le miroir, c'est une façon pour vous de nous faire progresser, d'apprendre auprès de vous. Merci beaucoup Yanis et je passe la parole au modérateur.